L'hiver 1944 a été particulièrement rude. Même dans les profondeurs du bunker où j'avais été emmené avec des ordres signés par le haut commandement SS, le froid pénétrait chaque crevasse, me faisant sentir mal à l'aise entre ces murs de béton. Seule la faible lumière des lampes, suspendues au plafond, et le ronronnement des générateurs rompaient hier le silence qui semblait épais, presque tangible. En tant que chercheur, j'avais depuis longtemps quitté les premières lignes. Mon travail consistait à rechercher des modifications biologiques susceptibles de donner au Reich un avantage dans la guerre. Cependant, l'ordre que j'ai reçu il y a quelques centosemaines promettait quelque chose de tout à fait différent. Lorsqu'on m'a emmené dans le bunker, j'ai tout de suite compris que cet endroit était plus qu'un simple laboratoire. Les couloirs étaient trop longs, les portes trop massives, et les gardes qui se tenaient à chaque coin de rue me regardaient comme s'ils savaient quelque chose que j'ignorais. Mon guide, un officier SS au regard froid, me conduit au laboratoire central. Ici, au cœur des ténèbres, un projet dont je n'avais entendu que des rumeurs m'attendait. Sur une table métallique gisait un homme, ou plutôt ce qui était un homme. Son corps, nu jusqu'à la taille, était couvert de cicatrices et d'excroissances étranges qui ressemblaient à de la laine grossière. Ses bras étaient allongés et ses doigts se terminaient par des griffes. Son visage restait humain, mais ses yeux, il y avait quelque chose d'animal, de sauvage, comme si une bête était tapie en lui. L'officier remarque mon regard et s'esclaffe. « C'est notre projet sur les loups », dit-il en passant la main sur les poils hérissés qui recouvraient le torse de la créature. Notre objectif est de combiner l'esprit d'un humain avec la puissance d'une bête. Je n'arrivais pas à détacher mon regard de la créature. Elle respirait. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait lentement, mais ses yeux restaient ouverts, m'observant avec une froideur inhumaine. « Comment est-ce possible ?» demandai-je, mais l'officier se contenta de sourire. Il m'a conduit plus loin, dans une autre partie du laboratoire, où se trouvaient d'énormes conteneurs en acier. À l'intérieur, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres sujets d'expérience. On pouvait entendre leurs rugissements et leurs grognements, même à travers les murs épais. « Vous aurez l'occasion de les étudier de plus près, » dit l'officier. « Nous attendons avec impatience vos résultats, docteur. » J'acquiesçai, bien qu'intérieurement je fusse déjà terrifié par ce dans quoi je m'étais embarqué. Ce projet, ce laboratoire, ce n'était pas une simple expérience. Il se passait ici quelque chose qui allait au-delà de la science, quelque chose qui pouvait détruire la notion même d'humanité. Mes pensées s'y ont été interrompues par un cri perçant. Il provenait des profondeurs du bunker et ne pouvait être confondu avec un cri humain. C'était un son de douleur et de rage, comme si quelqu'un ou quelque chose essayait de s'échapper des profondeurs de l'enfer. J'ai regardé l'officier, mais son visage est resté impénétrable. « Vous vous y habituerez, » dit-il, comme s'il lisait dans mes pensées. Ce n'est qu'un début. Après que le cri a résonné dans les profondeurs du bunker, l'espace autour de moi a semblé se figer. Le froid s'est intensifié, pénétrant mes vêtements, et même le bourdonnement des générateurs semblait étouffé. J'ai suivi l'officier dans un dédale de couloirs, chacun d'entre eux semblant mener de plus en plus loin, vers quelque chose qui me donnait envie de courir. Les murs portaient dedans des traces d'humidité, et l'air était chargé d'une odeur de fer mêlée à une douce pourriture, qui rappelait les caves oubliées et la poussière des temps passés. Au loin, derrière une autre porte massive en acier, nous avons entendu des sons graves qui ressemblaient à des grognements, mais pas d'animaux, plutôt quelque chose entre les deux, comme si la bête apprenait à être humaine. Lorsque nous sommes entrés dans la pièce suivante, j'ai eu le souffle coupé. L'immense pièce n'était éclairée que par 2 lampes, qui projetaient de longues ombres sur le sol et les murs.
Au centre se trouvait une enceinte en verre qui ressemblait à un aquarium pour créatures géantes. À l'intérieur se déplaçait un être que l'on pouvait difficilement qualifier d'humain. Son corps était massif, couvert de poils épais et emmêlés, et son visage se situait entre l'homme et le loup. Les yeux de la créature brillaient d'une lumière jaune terne, et lorsqu'ils rencontrèrent les miens, je sentis un coup de poignard, comme si quelque chose d'étranger essayait d'entrer dans mon esprit. La créature a frappé le verre avec sa patte massive de loup, et j'ai entendu un bruit sourd accompagné d'un craquement. Il y avait des traces de sang sur le sol de la chambre. Apparemment, la créature s'était nourrie récemment. Je ne voulais pas savoir avec quoi. Dans un autre coin de la pièce se trouvait une des rangées de cages métalliques. Dans chacune d'elles était assise une autre créature, semblable mais à un stade de transformation différent. Certaines étaient vendées presque humaines, leur visage conservant une expression de peur ou de douleur, mais leur corps commençait déjà à changer de forme. Les bras s'allongeaient, la peau se couvrait de plaques de fourrure et les mâchoires s'étiraient pour devenir des mâchoires. L'un des sujets s'est soudain jeté sur les barreaux de sa cage, montrant des dents pointues et déchiquetées, et a émis un son rauque qui ressemblait plus à un grognement. Je sentis un frisson me parcourir tout le corps. Ces créatures n'avaient rien ni c'est rien d'humain. Chacune d'entre elles était rongée par une horrible métamorphose qui semblait détruire leur esprit, ne laissant que l'agressivité et les instincts primaires. Sur les murs de la cellule se trouvaient des dessins anatomiques. Ils décrivaient le processus de transformation, la destruction progressive de l'anatomie humaine et sa fusion avec l'anatomie du loup. Les diagrammes Bevolanding étaient dessinés avec une précision méticuleuse, accompagnés de notes en allemand. Ma main tremblante se porta sur l'un des documents. Étape 3. Suppression complète de l'esprit humain. Le sujet testé montre des signes d'agressivité incontrôlables. Le processus est irréversible. J'ai senti la nausée me monter à l'estomac, mais j'ai réussi à l'étouffer. À ce moment-là, j'ai entendu des pas lourds derrière moi. C'était l'officier. « Vous allez observer la phase suivante », dit-il, la voix aussi froide que le métal. Il m'a indiqué un autre couloir, d'où provenait à nouveau ce cri déchirant et angoissant. Je ne voulais pas y aller, mais mes pieds ont avancé. Le couloir dans lequel je m'engageais devenait plus étroit et plus sombre. Il n'y avait pas de lampe, juste quelques lueurs d'éclairage d'urgence rouge qui projetaient de longues ombres déformées sur les murs. Le bruit s'amplifiait et, à chaque pas, je le ressentais non seulement avec mes oreilles, mais aussi avec ma peau, comme une vibration qui se propageait dans mes os. Lorsque j'entrai dans la pièce suivante, mes poumons eurent l'impression d'être brûlés par l'air, qui sentait le brûlé, la pourriture et quelque chose de légèrement chimique. C'était une immense salle, avec des tables métalliques au centre. Sur chacune d'elles gisait un corps. Je me suis approché pour voir de plus près. Ceux qui se trouvaient devant moi étaient encore humains, mais leur corps avait déjà commencé à se transformer. L'un d'eux, un jeune homme, avait les yeux fermés, mais ses bras étaient l'œil tordu et déformé. Ses doigts s'étaient allongés et ses ongles étaient devenus des griffes. Son torse, nu et couvert de coupures, commençait déjà à être recouvert par endroits de plaques de laine épaisses. Sur l'autre table se trouvait une femme. Son visage était tourné vers moi et ses yeux écarquillés exprimaient l'horreur. Sa mâchoire commençait à s'étirer et ses dents étaient exposées, se transformant en éclats tranchants. Ses lèvres étaient écartées, comme si son corps ne pouvait pas supporter le processus. Ses doigts s'agitaient, comme si elle essayait de résister, même ligotée. Le long des murs de la pièce se trouvaient des appareils d'où s'échappaient des bouffées de vapeur. Les tubes qu'ils contenaient pulsaient, transmettant un liquide épais et étrangement coloré qui semblait être injecté dans les corps
par un système de fines aiguilles. Ce liquide scintillait sous la lumière rouge, ressemblant à un mélange de sang et d'huile. À côté d'une des tables, j'ai vu un journal avec des notes. Ces pages ont été tachées de sang, mais les entrées là étaient nettes, précises, comme si elles avaient été faites par quelqu'un pour qui ce travail était routinier. Sujet numéro 47. Introduction réussie de matériel génétique. Observation d'un développement rapide des mutations. Perte de conscience au stade 3. Augmentation de l'agressivité. J'ai tourné la page. Sujet numéro 52. Processus interrompu en raison de l'instabilité de l'organisme. Sujet détruit. Sur la feuille de suivante, j'ai vu un diagramme décrivant le processus d'injection de sérum dans la circulation sanguine. À côté du dessin, il y avait une note. Objectif: créer le soldat parfait, immortel et invulnérable. Mon regard a glissé vers le fond de la pièce. Là se trouvaient de grandes capsules de verre. À l'intérieur, quelque chose bougeait. Je me suis approché et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Dans l'une des capsules se trouvait une créature déjà complètement transformée. Son corps était énorme, ses muscles saillants, sa peau était gris foncé et son visage était complètement dépourvu de traits humains, se transformant en un visage de loup avec une étrange expression de faim. Il m'a remarqué. Ses yeux se sont ouverts, brillant d'une lumière jaune, et la créature s'est mise à frapper contre la vitre, en poussant un rugissement qui ressemblait plus à du métal en train de se briser. Les craquements s'intensifièrent et la vitre commença à s'affaisser. J'ai reculé, mais mon regard s'est arrêté sur une autre capsule. À l'intérieur se trouvait un homme, mais son visage n'avait pas encore de traits animaux. Il me regardait droit dans les yeux pleins de supplication. Ses lèvres bougeaient à peine, mais j'ai entendu un murmure. « Tue-nous » Ce furent les derniers mots avant que les lampes de la pièce ne se mettent à vaciller. La lumière disparut, remplacée par un bruit sourd, le craquement du verre et un grognement semblable à celui d'un utérus. Le rugissement emplit la pièce, le bruit du verre qui se brise, se mêlant au grondement des débris métalliques qui tombent. La créature qui venait d'attaquer le mur de verre était maintenant libre. Son corps massif s'écrasa sur les tables, les brisant avec facilité. Quelques capsules supplémentaires se fissurèrent, et il y eut un bruit métallique assourdissant dans l'air, comme si la pièce elle-même commençait à s'effondrer. Je suis resté debout, paralysé par l'horreur, regardant la créature se tourner vers moi. Ses yeux, d'un jaune éclatant, rencontrèrent les miens, et je me rendis compte qu'elle n'était pas seulement prédatrice. Il y avait de la haine en elle, de la haine pour tous les êtres vivants, pour moi, pour le monde qui l'avait créé. La créature s'est élancée, ses griffes glissant sur le sol, laissant de profondes rainures dans le métal. Je m'élançai instinctivement vers la porte la plus proche, réussissant de justesse à esquiver son saut. Derrière moi, j'entendis le bruit du métal qui se brise. Il heurta le mur, brisant les tuyaux, et un épais mélange vaporeux commença à jaillir, inondant tout ce qui m'entourait. Je me suis précipité dans le couloir, l'air devenant plus lourd, empli d'une odeur de brûlé et de quelque chose d'aigre qui me brûlait les poumons. J'entendis des pas derrière moi, lourds, inhumains, le bruit sourd des pattes sur le sol métallique. Ils se rapprochaient. J'atteignis la porte menant au laboratoire d'où je venais. La porte était entr'ouverte et je la refermai derrière moi avec force, glissant vers le panneau de contrôle. Mes doigts y tremblaient, mais je parvins à activer la serrure. Quelques secondes plus tard, il y eut un coup, si fort que la porte trembla, mais ne bougea pas. En me retournant, je me suis rendu compte que j'étais pris au piège. Le laboratoire, qui m'avait semblé spacieux auparavant, me paraissait maintenant exigu et menaçant. Des ombres commençaient à apparaître sur les murs où étaient accrochés des diagrammes anatomiques, comme s'il s'agissait de créatures invisibles. Le bruit derrière moi s'était arrêté,
mais je savais que c'était le calme avant la tempête. Mon attention a été attirée par autre chose. Dans un coin de la pièce se trouvait un autre récipient en verre, mais il était différent de ceux que j'avais vus précédemment. À l'intérieur se trouvait une créature, beaucoup plus petite, mais dont le corps était recouvert d'étranges inserts métalliques, comme si la peau et le métal ne faisaient plus qu'un. Sous le conteneur se trouvait un journal griffonné de notes. Sur la couverture, on peut lire « Projet Fenrir, prototype 01 ». J'ai ouvert le magazine et mes yeux ont parcouru les lignes. Le prototype 01 démontre une stabilité dans les 2 premières étapes. Les implants métalliques empêchent avec succès les agressions incontrôlées. Alternative potentielle. Sur la page suivante, j'ai vu le schéma d'un arrêt d'urgence. C'était un moyen de tout détruire dans ce laboratoire, y compris ses habitants. Soudain, la porte derrière moi s'est ouverte et j'ai entendu un rugissement. La créature à l'extérieur n'allait pas abandonner. Je n'avais pas le temps. Je me suis précipité vers le panneau de contrôle. J'ai trouvé le levier d'arrêt d'urgence et je l'ai tiré avec force. Les lumières de la pièce se sont éteintes. Les lumières rouges se sont allumées et une sirène a retenti. Des jets de gaz commencèrent à jaillir du plafond, enveloppant tout d'un épais brouillard blanc. Derrière eux, la porte s'est effondrée et la créature s'est engouffrée à l'intérieur. Sa silhouette était à peine visible dans le gaz, mais je pouvais entendre ses pas, son rugissement. Je me suis précipité vers la seule sortie, une bouche d'aération dans le coin le plus éloigné. La trappe s'ouvrit difficilement et je me glissai à l'intérieur, sentant l'air se remplir de froid et d'odeur de gaz. Derrière moi, la créature se débattait, mais son rugissement s'affaiblissait. Je l'ai entendue frapper les murs, puis elle a poussé un dernier cri assourdissant et tout est devenu silencieux. Je suis sorti par une bouche d'aération dans l'un des couloirs supérieurs du bunker. L'air y était un peu plus clair, mais le bourdonnement de la sirène ne s'arrêtait pas. Je savais que le laboratoire était maintenant détruit, mais les ombres de ce que j'avais vu resteraient avec moi pour toujours. Je me trouvais dans un couloir éclairé par la faible lumière rouge des lampes de secours. Les murs métalliques reflétaient la lumière, projetant de longues ombres déformées. Le vent qui passait par les conduits d'aération bourdonnait dans les couloirs, rappelant les hurlements des animaux sauvages. J'étais vivant, mais cette sensation semblait temporaire, comme si la mort elle-même me suivait, telle une ombre invisible. Devant moi, le couloir bifurquait, et je ne savais pas quelle direction prendre. Je n'avais pas de plan de l'endroit, et les plans du bunker étaient probablement cachés à tous ceux qui n'appartenaient pas à la haute direction de la SS. Mais il était impossible de rester ici. Les bruits provenant des profondeurs du laboratoire me convainquirent que je n'étais pas seul. Grondements, raclements de métal, cris étouffés. Il semblait que le gaz qui remplissait le laboratoire n'avait pas détruit toutes les créatures. Je tournai à gauche et mes pas résonnèrent dans le couloir creux. Le froid s'insinue sous ma peau, mais c'est le silence qui est là, c'est le plus oppressant. Ce n'était pas un silence ordinaire, il semblait vivant, rempli d'anticipation. Je sentais qu'on m'observait, mais je n'osais pas me retourner. Mon chemin m'a conduit à une porte massive, couverte de rouille et de rayures, comme si quelque chose ou quelqu'un avait essayé de la forcer. Sur la porte, un panneau indiquait « BB4, top secret ». Je me suis figé, réalisant que derrière cette porte pouvait se trouver quelque chose qui expliquerait tout ce cauchemar. À côté de la porte se trouvait un panneau de contrôle. J'ai passé ma main sur la surface métallique, mais le panneau semblait aussi mort que tout ce qui l'entourait. Mais dès que je l'ai touché, la porte a commencé à s'ouvrir, lentement, dans un long grincement. Derrière la porte, il y avait un immense hall auquel on accédait par un escalier métallique. Au centre de la salle se trouvait une énorme cuve cylindrique
rempli d'un liquide épais. À travers la vitre trouble, j'ai vu la silhouette de quelque chose qui ne pouvait pas être qualifié d'humain. La créature était énorme, ses muscles recouvertes de plaques de métal et son visage caché derrière un réseau de tubes et de masques. Le long des murs de la pièce se trouvaient là des moniteurs sur lesquels clignotaient des données, des graphiques, des symboles, des enregistrements que je n'avais pas le temps de déchiffrer. Mais un mot attira mon attention à plusieurs reprises. Fenrir. Mon cœur se serra. Il s'agissait du prototype mentionné dans le journal, mais contrairement aux autres créatures, celui-ci n'était pas une simple expérience. Il était complet. Le silence fut rompu par un grondement sourd qui semblait provenir de la cuve elle-même. J'ai fait un pas de plus, et soudain, le liquide s'est mis à bouillonner. La créature à l'intérieur s'est mise à bouger, ses énormes pattes griffues frappant le verre, le faisant trembler. À ce moment-là, les lumières du hall se sont allumées et une sirène a retenti. Des lasticias, des lignes de texte ont commencé à clignoter sur les écrans et j'ai vu le mot « activé » apparaître en lettres rouges. La cuve a commencé à s'ouvrir. Le verre épais s'est lentement soulevé et le liquide a giclé sur le sol, répandant une épaisse odeur chimique. La créature a fait un pas en avant, ses pieds d'eau massifs et griffus frappant le sol métallique, laissant de profondes traces. Je n'ai pas attendu. Je me suis précipité vers la porte, mais derrière moi, j'ai entendu un rugissement si fort qu'il a semblé faire trembler tout le bâtiment. La créature s'est mise à bouger. Ses pas étaient lourds, mais rapides. Je m'élançai dans un autre couloir, sentant le sol vibrer sous mes pieds à cause de sa poursuite. Les couloirs qui tournaient se confondaient en un flou continu, mais je savais que je n'avais pas le droit de m'arrêter. Derrière moi, le métal grondait, des tuyaux tombaient et chaque son me disait qu'il se rapprochait. Devant moi, j'ai aperçu une faible lumière. C'était une sortie menant à une autre section du bunker. Je me suis précipité vers elle, mais la porte était verrouillée. Paniqué, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu l'ombre d'une créature envahir tout le passage. Elle s'est arrêtée et ses yeux, 2 flammes jaunes, m'ont fixé. Sa respiration était lourde et des vapeurs mêlées de sang sortaient de sa bouche. Elle savait que j'étais prise au piège. Mais à ce moment-là, le plafond du bunker a tremblé et le béton s'est effondré. Une explosion retentit au loin, se répercutant dans tout le bâtiment. La créature s'est figée un instant, puis s'est élancée dans l'autre direction, comme si elle réagissait à une nouvelle menace. Je n'ai pas attendu. J'ai trouvé un panneau métallique fixé au mur et je l'ai frappé avec force. Le panneau s'est effondré, révélant un conduit d'aération. J'ai rampé à l'intérieur, sentant l'air froid frapper mon visage. En rampant, presque au feeling, je me suis frayé un chemin dans l'étroit tunnel, sentant les murs se presser contre moi. Chaque bruit me glaçait, j'attendais que la créature me retrouve. Lorsque je suis sorti du puits, je me suis retrouvé dans un autre secteur du bunker. C'était plus calme ici, mais c'était un silence trompeur. L'air était épais, comme si le bunker lui-même respirait. Je me suis levé, cherchant à savoir où aller. Mais une pensée ne me quittait pas. Si je ne sortais pas d'ici, je serais le prochain à faire l'objet de leurs expériences. Je me trouvais dans une section inconnue du bunker, où les murs semblaient rétrécir à chaque pas que je faisais. Les lampes de secours étaient même faiblement éclairées, et leur clignotement ne faisait qu'accentuer le sentiment d'impuissance. L'air était chargé d'une odeur de brûlé et de quelque chose de plus nauséabond, rappelant la décomposition. Les couloirs semblaient de s'étendre à l'infini, devenant un véritable labyrinthe. J'ai essayé de me souvenir de mon chemin, mais je me suis vite rendu compte que mon esprit refusait de fonctionner dans cet endroit. Tout autour de moi, il y avait des portes métalliques, dont certaines étaient entr'ouvertes. Derrière elles, je voyais des cellules vides, mais certaines contenaient des restes de personnes.
ou ce qu'il en restait. Sur l'une des portes était accroché un panneau. Archives. Accès restreint. L'espoir renaît en moi. Si je parvenais à trouver les archives, je pourrais peut-être comprendre ce qui se passait réellement dans cet endroit maudit. La porte céda difficilement, grinçant si fort que le son se répercuta dans les couloirs vides. Les archives étaient une petite pièce remplie d'armoires métalliques et d'étagères empilées de dossiers et de livres. Elle sentait la poussière et le vieux papier, une odeur qui semblait presque réconfortante dans ces circonstances. J'ai ouvert le premier dossier que j'ai vu. Ces pages étaient tachées de texte allemand. Les mots « Fenrir »,« transformation biologique » et « les troupes hybrides » étaient bien répétés à l'infini. Les pages étaient jonchées d'images, de plus en plus macabres. Des humains au premier stade de la transformation, leurs visages conservaient encore des restes d'humanité, mais leur corps commençait déjà à se couvrir de fourrures, de griffes et de muscles déformés. Un autre dossier contenait des documents sur les premières expériences. L'un d'entre eux décrivait le processus de fusion de l'ADN du loup et de l'homme. Les sujets testés marquèrent des signes d'amélioration de la force physique, de la résistance à la douleur et de la régénération. L'instabilité mentale reste cependant un problème sérieux. Au troisième stade de la transformation, la conscience humaine est complètement supprimée. En lisant cela, j'ai senti mes doigts trembler. Ce n'était pas de la science, c'était une perversion de la nature elle-même, une tentative de prendre le pouvoir d'une bête sauvage et de la forcer à obéir à la volonté de l'homme. À la page suivante, je suis tombé sur une mention de l'expérience principale, le projet Fenrir. Le prototype que j'ai vu dans le tank n'était pas un simple soldat. Il a été conçu comme une arme, une créature capable de détruire des armées entières. Fenrir représente l'étape finale de l'expérience. La transformation complète est achevée. Le sujet a la plus grande efficacité au combat, mais nécessite un contrôle strict. S'il s'échappe, il représente une menace pour toute vie. Les mots « en cas d'évasion » me transpercèrent l'esprit comme un couteau froid. Je savais que Fenrir était libre à présent. Un bruit à l'extérieur me fit me retourner brusquement. Un raclement métallique retentit quelque part dans le couloir, suivi de bruits de pas si lourds que le sol tremblait sous eux. J'ai saisi le dossier, sachant qu'il s'agissait peut-être de ma seule chance de prouver au monde ce qui se passait dans cet enfer. Je me suis élancé hors des archives, en essayant de me déplacer le plus silencieusement possible, mais les pas derrière moi s'intensifiaient. Ils se rapprochaient. C'était Fenrir, je le savais. Je tournai dans un autre couloir où je trouvais un escalier menant vers le haut. Chaque marche grinçait sous mon poids, et le son semblait se répercuter dans tout le bunker. À chaque marche, le froid s'intensifiait, l'air devenait moins moisi, signe que je me rapprochais de la surface. Mais derrière moi, un grondement se fit entendre. Il était si puissant que les murs semblaient trembler. Le son était plein de rage, de faim, d'un désir de destruction. J'ai atteint une lourde porte qui, d'après les panneaux, menait à une sortie. Elle était verrouillée, mais un levier d'ouverture d'urgence était accroché à proximité. Je l'ai tiré et la porte s'est lentement ouverte, laissant entrer l'air froid de la nuit. La lumière de la lune inondait l'espace devant moi et, pendant un instant, je fus soulagé. Mais avant que je puisse faire un pas, le rugissement se fit entendre à nouveau, et une ombre gigantesque envahit le couloir derrière moi. Le Fenrir était là. Le rugissement de la créature qui emplissait le couloir n'était pas qu'un simple son. C'était une déclaration, une menace pour tout ce qui osait se trouver dans cet endroit. Je me suis retourné, et dans la faible lumière des lampes de secours, j'ai vu la silhouette de Fenrir occuper tout le passage. Son corps massif se déplaçait avec une grâce douce et animale, mais il n'y avait rien de naturel dans ce mouvement. Ce n'était pas un loup, mais ce n'était pas non plus un humain, mais quelque chose d'autre, créé dans le laboratoire de la folie. Ses yeux,
2 flammes de jaune brûlantes me fixaient, pénétrant jusqu'au plus profond de ma conscience. Il se figea un instant, comme s'il savourait la peur que je ressentais. Ses pattes griffues ont laissé des traces profondes sur le sol métallique et son souffle, qui sortait en vapeur de sa bouche, a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Je me précipitai vers la porte, sentant chaque mouvement avec difficulté, comme si l'air autour de moi devenait aussi épais que de l'eau. La porte s'ouvrit enfin, laissant entrer le vent glacial de la nuit, et je sautai dehors. Une plaine enneigée s'étendait devant moi. Cet endroit, caché du monde, était à la fois serein et menaçant. La lumière de la lune se reflétait sur la neige blanche, créant l'étrange illusion que le sol lui-même brillait. Mais je n'eus pas le temps d'admirer ce paysage. Un grondement se fit entendre derrière eux, et Fenrir surgit. Sa silhouette massive paraissait encore plus effrayante sous la lumière de la lune. Il rugit, et le son se répercuta dans la plaine, se répercutant sur des murs invisibles. J'ai couru. La neige crissait sous mes pieds, brûlant le cuir fin de mes débottes, mais la peur me poussait, m'empêchant de ralentir. Mes poumons brûlaient, mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Mais Fenrir était plus rapide. J'entendais le bruit de ses pattes sur la neige, se rapprochant à chaque pas. Son rugissement se rapprochait, et je savais qu'il jouait avec moi comme un chat avec une souris, repoussant le moment de l'inévitable. Devant moi, j'aperçus la tour de guet en ruine, ses poutres métalliques dépassant de la neige comme les restes d'une créature géante. C'était mon seul espoir. Je me suis précipité vers elle, priant pour qu'elle puisse m'abriter, ne serait-ce qu'un petit moment. Je me suis précipité à l'intérieur, trébuchant sur des marches cassées, et j'ai grimpé quelques étages. La tour était décrépite, ses murs tremblaient à chacun de mes pas, mais je ne m'arrêtais pas. Enfin j'atteignis le dernier niveau, qui donnait sur la plaine enneigée. Fenrir était déjà au pied de la tour. Sa silhouette se détachait sur la neige, et ses yeux, brillants même dans l'obscurité, me fixaient au droit dans les yeux. Il frappa le mur d'un coup de patte, et la tour trembla. J'ai regardé autour de moi pour trouver une issue, mais je me suis rendu compte que j'étais pris au piège. La tour était trop haute pour sauter, et trop délabrée pour résister à l'attaque de ce monstre. Soudain, mon regard s'est posé sur une caisse qui se trouvait dans un coin. Elle s'était couverte de rouille, mais sa forme m'était familière. C'était une boîte à munitions. Je l'ai ouverte et j'y ai trouvé un lance-roquette. Mes mains tremblaient, mais j'ai chargé le lance-fusée et je l'ai pointé sur la créature. Le Fenrir frappa à nouveau la tour et les poutres métalliques commencèrent à craquer, mais je ne me suis pas laissé aller à l'hésitation. J'ai tiré. Un projectile lumineux et enflammé a jailli du canon et a frappé la poitrine de Fenrir. Il y eut une explosion assourdissante et son rugissement se transforma en un hurlement douloureux. Le feu engloutit son corps, mais il ne tomba pas. Au contraire, il s'élança vers la tour avec une fureur redoublée. Un autre coup, et les poutres de métallique commencèrent à s'effondrer. La tour vacilla, je perdis l'équilibre et tombai, sentant la gravité m'entraîner vers le bas. Tout autour de moi était blanc, la neige, la lumière de la lune, le feu qui engloutissait Fenrir. La dernière chose que j'entendis avant de perdre connaissance fut le craquement assourdissant de la tour qui s'effondrait et le rugissement assourdissant de la créature.